Bonjour et merhaba à cette semaine en Turquie. D'abord, une information de dernière minute. Sarı Süreyya Önder, metteur en scène, intellectuel et ancien député du HDP, a été remis en liberté aujourd'hui de la prison de Kandıra où il purgeait une peine depuis 10 mois pour propagande terroriste. Hier, la Cour constitutionnelle avait décidé que ce jugement enfreignait sa liberté d'expression. À sa sortie, il a déclaré « Tout ce qu'on a pu dire, on l'a dit pour la paix. On continuera de parler pour la paix, pour la démocratie. Normalement, on est censé être heureux dans ces moments-là, mais une partie de nous-mêmes est toujours derrière les barreaux. » L'économie continue d'être dans toutes les têtes et le gouvernement tente de remédier à la crise. Nous voyons ça tout de suite. Le ministre des Finances, Berat Albayrak, a dévoilé en début de semaine son nouveau programme économique triennal pour la période 2020-2022, avec pour titre « Le changement commence ». Objectif annoncé : terminer l'année avec 12% d'inflation et 0,5% de croissance. Le ministre a déclaré que l'économie allait dans le bon sens. Il a rajouté, je cite, « Nous nous préparons à terminer l'année avec une croissance positive. Nos exportations ont augmenté, nos importations ont baissé. La Turquie n'est pas en récession. » Fin de citation. Ce nouveau programme économique, appelé YEP en Turquie, prévoit une croissance de 5% en 3 ans, une inflation à 4,9% et un taux de chômage ramené à 9%. Albayrak a également annoncé une réforme fiscale et une lutte plus efficace contre la fraude. Le même ministre promettait il y a un an créer 2,5 millions d'emplois. Au final, un record a été battu. C'est celui du chômage, avec plus de 4 millions de demandeurs d'emploi. Alors que la croissance a été négative, l'inflation annuelle au mois d'août a été de 15%. Ce qui fait dire à l'économiste Murat Sağman, si on dit qu'on va baisser le déficit de la balance courante et l'inflation, tout en ayant une croissance, on parle de quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'économie turque. D'ailleurs, ce nouveau programme économique ne contient aucun moyen pour y parvenir. Ce soir, je suis rejointe par l'enseignant Eser Karakaş. Bonsoir, Monsieur Karakaş, et bienvenue. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Il y a une crise économique en Turquie qui n'est pas acceptée et nommée par le gouvernement. Et le programme déclaré par le ministre de l'économie Berat Albayrak n'est pas appuyé par les chiffres. Qu'est-ce que vous pensez de cette injection de fausse positivité à l'économie? Est-ce réaliste? Je pense que tout d'abord, il faut faire une bonne définition de la crise économique. Une crise économique n'a presque rien à voir avec les taux d'inflation, avec les taux d'intérêt, avec le déficit des comptes courants. La définition même est exacte de la crise économique, c'est le chômage et le taux de croissance qui est proche à zéro. Donc, on est en proie à une grande crise économique parce que, probablement pour l'année 2019, on a un taux de croissance de l'ordre de zéro. Il y a zéro et quelque chose de très, très minime. Donc, on est en plein crise. Et dire qu'on vient de sortir de la crise, ce n'est pas réaliste. C'est mon premier constat. Le second constat, pour sortir de la crise, il faut deux choses. Il faut deux choses essentielles pour la Turquie. La première, c'est l'état de droit. Pourquoi l'état de droit? Sans l'état de droit, il n'y a pas de fonds qui viendront investir en Turquie. Donc, sans l'investissement étranger, le taux de croissance sera toujours de l'ordre de 0%. Toujours. Ou bien le max est 2,5. Donc, il faut l'état de droit. Donc, grâce à cet état de droit, les étrangers vont investir en Turquie et on aura un taux de croissance acceptable de l'ordre de 5. Mais l'état de droit, c'est dans une position vraiment incroyablement mauvaise. Donc, à court terme, il n'y aura pas de fonds étrangers qui viendront investir en Turquie. Donc, je suis vraiment pénible. La seconde chose indispensable, il
c'est une condition nécessaire, non suffisante, mais indispensable, c'est l'éducation, la qualité de l'éducation. La qualité de l'éducation, c'est presque une situation vraiment déplorable. Donc, je vais analyser, dans le peu de temps qui me reste, la crise de l'Anvers, ou bien le IEF, le nouveau programme économique de l'Anvers, dans le sens que je ne vais pas analyser ce qui est dans le programme, je vais mettre en relief ce qui n'est pas dans le programme. Monsieur Al-Bayrak, notre ministre du Trésor et des Finances publiques, n'a jamais parlé pendant son discours de l'état de droit. Donc, cela signifie qu'il n'y aura pas des fonds étrangers qui viendront à c'est pas moi-même, mais c'est lui qui est probablement pessimiste de l'arrivée des fonds étrangers. C'est mon premier constat. Le second constat, ce qu'il n'y a pas dans le programme, il n'a pas parlé de l'éducation. L'éducation a deux côtés. Le côté quantitatif et le côté qualitatif. En Turquie, on fait des efforts dans le domaine de cette chose, peut-être que l'année moyenne d'éducation est montée jusqu'à 8 ans. Mais ça signifie rien. Parce que la qualité de l'éducation qui est montée jusqu'à 8 ans, c'est vraiment un état déplorable. Avec cette qualité de l'enseignement, une croissance soutenue et qui peut diminuer presque 1. Une troisième chose qui n'a pas existé dans la présentation du programme, c'est l'économie clandestine. On a un taux d'économie clandestine dans le pays qui va la faire une économie où 35% est dans la clandestinité, on ne peut rien faire. Parce que cela signifie qu'il n'y a pas de concurrence économique. Donc là où il n'y a pas de concurrence stable, il n'y a pas non plus de fonds étrangers qui vont investir parce que eux, les fonds étrangers qui viendront investir en Turquie, ils seront dans l'économie fiscale. Autrement, on ne peut pas penser. On n'a pas non plus mentionné dans le programme les taux d'épargne. On a un taux d'épargne qui n'est pas élevé du tout. L'essentiel, c'est de pouvoir élever les taux d'épargne, mais Al-Bayrak n'a pas mentionné non plus cette question. C'est très important parce que il y a, dirais-je, équation qui disent aux économistes la chose suivante. Les taux de croissance sont élevés et un régime politique autoritaire ne vont pas de pair. C'est cela qui me donne un peu de l'optimisme, avec des taux d'épargne qui sont hors de 20 et quelque chose, de 20% et quelque chose, il n'y a pas de croissance. Et ce système ne peut pas aller de pair avec un régime totalitaire, autocratique, bien libéral, qu'on le dise. Donc, soit on fera des réformes en économie, soit ce gouvernement va partir. Et ce gouvernement a peur de faire des réformes, parce que faire des réformes sur en état de droit, c'est aussi la théorie politique libérale. Je préfère mentionner les choses qu'on n'a pas dit. Il y a des choses vraiment irréalistes dans le programme. Ce qu'on a dit dans le programme, on a pour 2020, 301. Et pour l'année 2019, c'est le ministre qui a dit qu'on attend un taux de croissance de 0,5. C'est une vision optimiste, mais c'est déclaration du ministre. Et cela signifie que le taux de croissance ne s'est pas multiplié de 10, de 1919 excusez-moi, 2019 à 2020. Une multiplication par 10 du taux de croissance, c'est pas réel. C'est pas possible. Il n'y a même pas d'effort nécessaire pour ce taux de croissance. Il y a d'autres choses qui me gagnent depuis une vingtaine d'années. Une des choses les plus optimistes de l'économie était l'Union mondiale avec l'Europe. Mais, par exemple, il y a
le ministre a parlé de mettre des barrières à des importations de luxe. De mettre des barrières ou des choses, des faits exploitant aux importations de luxe, c'est totalement contraire à la décision de douanier. Donc, probablement, là, j'en déduis que le gouvernement turc a l'idée en tête, derrière la tête, l'idée de mettre l'union douanière en dehors pour le milieu, ce sera une catastrophe. Tout le monde entend que, par exemple, les banques d'État ont octroyé des crédits à des incroyablement bas et voitures turques produites en Turquie. Cette décision est radicalement incompatible avec la décision de l'Union douanière. Donc, comment dirais-je, l'honneur d'un État, excusez-moi que j'emploie ce mot-là, l'honneur de l'État qui est le respect à cet engagement international. Cette décision de l'Union douanière est un engagement de l'État turc vis-à-vis de l'Europe et le gouvernement turc doit respecter cet engagement vis-à-vis de l'Europe et malheureusement il le fait. C'est un grand problème à long terme pour le prestige de l'État turc. Oui. Et dans ce même programme, le ministre Berat Albayrak, il a parlé des chiffres du chômage et d'inflation. Et il en a parlé comme s'ils étaient en baisse. Et les chiffres de chômage et d'inflation sont actuellement, ils battent des records. Pensez-vous que ce nouveau programme, il remédiera à ces deux problèmes existentiels, peut-être, les deux problèmes les plus grands de la Turquie? Voilà, le taux de chômage qui est le taux de chômage non agricole, c'est ça comment dirais-je, le paramètre le plus important, c'est le taux de chômage non agricole, parce que le chômage global, ça c'est pas grand-chose, il faut mettre à côté l'agriculture. Là, il y a des problèmes de calcul, a dépassé 15%. C'est un record pour la Turquie, c'est une grande crise sociale. Avoir un taux de chômage égal supérieur à 15%. Et il y a jusqu'à ça. Ce qui est drôle, c'est ce qu'il vient de dire sur le taux d'inflation, parce que le ministre lui-même publie chaque semaine, chaque lundi matin, une présentation de l'économie turque. Chaque lundi matin, c'est comment dirais-je, dans son du ministère, la Turquie est le 10e pays où le taux d'inflation est le pays plus élevé du monde. Le 6e pays du monde où le taux d'inflation est le plus élevé du monde. Mais à peu près 200 ans, avoir un taux d'inflation le plus élevé parmi les 6 derniers, si dire que c'est un progrès, quelque chose, j'ai plus rien à ajouter. J'ai plus rien à ajouter. La Turquie a une version très optimiste, sera un peu au-dessus de 10%. En France, 1%. Il faut quand même voir d'où vient ce concept de progrès, de succès par la lutte contre l'inflation. Un taux d'inflation de 10%, c'est extrêmement élevé. On n'a jamais vu une économie qui fonctionne d'une manière efficace avec un taux d'inflation élevé. Comment le réduire à 2 ou 3%, il n'y a pas de problème. Même les économistes ne savent pas grand-chose. Normalement, à présent, on a cru que les causes de l'inflation, c'était les budgets. Les déficits ont disparu, mais l'inflation, elle est pour là. La Banque centrale n'émet pas beaucoup de monnaie dans le marché. Il y a des problèmes de trouver l'origine, le bénéfice de cette inflation. Moi, personnellement, en tant qu'un économiste, je cherche des liens entre le régime concurrentiel des sociétés
et donc leur capacité des prix n'importe comment, avec le taux d'inflation, le sixième pays le plus élevé du monde. Le régime de mettre le prix, c'est incontrôlable. Il n'y a pas un régime de concurrence efficace. Ils font tout ce qu'ils veulent. En anglais, on appelle ça markup price. Les coûts plus le taux de profit qu'ils ont en tête, disons vers 30%. C'est pas comme ça qu'il faut lutter contre l'inflation. Dernièrement... Excusez-moi, oui. Je reviens à ma position initiale et je dis il y a deux grands obstacles. Un taux de croissance qui durerait depuis des années, le premier est l'état de droit, on va tirer des fonds étrangers en Turquie parce qu'on n'a pas suffisamment d'épargne. Il faut combler cette insuffisance d'épargne avec des épargnes étrangères. Mais avec cette droit, on ne peut pas. La seconde chose, même si on arrive à attirer des fonds étrangers, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Qui dit la qualité de main-d'œuvre dit l'éducation. Le second obstacle, c'est l'éducation. Donc on a deux grands problèmes. Ça ne paraissent pas de prime abord économiques, mais ils ne sont pas excellence économique, le droit et l'éducation. Les deux grands obstacles contre la croissance. Merci. Et dernièrement, sur ce sujet d'économie, le leader du parti d'opposition CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a dit que le programme était dicté par le FMI. Vous pensez que c'est juste? Je pense pas, parce que je connais un peu le FMI. Si le FMI avait dicté ce programme-là, vraiment, on mentionnerait dans ce programme l'état de droit et l'éducation. Les deux concepts qui sont mentionnés, si c'était le FMI qui l'avait dicté, il mentionnerait sans doute ces deux grands problèmes-là. Le FMI n'est pas si superficiel que ça. Ouais. Je ne pense pas que le FMI fasse une grande erreur comme ça. Je ne suis pas du même avis que Kılıçdaroğlu. D'accord. Maintenant, je veux changer de sujet et passer aux alliances politiques. Nous avons des alliances qui se sont formées avec le nouveau système présidentiel. Il y a l'alliance républicaine avec AKP et MHP. Et il y a l'alliance nationale avec CHP et İYİ Parti. Cette semaine, la porte-parole de İYİ Parti a déclaré que cette alliance avec CHP n'était pas éternelle. Pouvons-nous voir cette déclaration comme un rapprochement avec l'AKP? Je ne pense pas. Je dirais quelque chose d'optimiste là-dessus. Les deux alliances, l'Alliance de la Nation et l'Alliance républicaine, dites républicaine, ils ne sont pas républicains, mais dites républicains, ils partageaient à peu près 50% chacun du marché politique. Maintenant, c'est l'I Parti qui dit j'ai l'intention de quitter cette alliance de la Nation, dites Millet, etc. Probablement, il y aura deux nouveaux partis qui vont surgir dans les mois qui viennent. Probablement, il y aura le Saadet Partisi, le parti du bonheur aussi, qui va probablement rejoindre cette nouvelle alliance. İYİ Parti, Saadet Partisi, Babacan, donc il y aura probablement une troisième alliance dans le système politique turc. D'un côté, il y aura AKP plus MHP, de l'autre côté, il y aura HDP. Il y aura une troisième alliance, et qui, surtout dans le régime politique actuel, dans les élections présidentielles, au second tour, au premier tour, dans ce système-là, probablement, Erdogan n'aura plus 5%. Il y aura un second tour. Le second tour, probablement, c'est une alliance parti, Babacan et Davutoğlu, ils vont rejoindre la cause de CHP et de HDP. Donc, probablement, si ça continue, c'est une hypothèse de ma part, mais c'est la
c'est l'échec de AKP de Erdogan dans les premières élections présidentielles. Donc vous pensez... Deux alliances qui vont s'unir au second tour contre AKP, et probablement les trois alliances vont partager le marché politique un tiers. Probablement. Probablement. Donc, le AKP qui restera dans le un tiers, et les deux autres alliances, ils peuvent aller jusqu'à 60%. C'est le côté optimiste de la chose. Merci, M. Karakash, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci. Tous mes respects à tous les amis que je connais dans votre agence. Merci beaucoup et bonsoir. On continue. Majorité absolue ou majorité relative. L'AKP propose de changer un mode de scrutin pour le présidentiel. Les débats continuent sur la proposition faite lundi dernier par Faruk Çelik, porte-parole de l'AKP. Remplacer la règle de la majorité absolue au second tour de l'élection présidentielle par une élection à un tour où le candidat qui franchit la barre des 40% serait élu. Cette proposition a été approuvée par Recep Tayyip Erdogan. Répondant aux questions des journalistes, lui demandant ce qu'il ferait si l'opposition faisait cette proposition, il a dit « Nous sommes prêts à discuter, à évaluer tout ce qui vient de l'opposition ». Le sujet s'est invité au Parlement qui débutait sa session annuelle. Le vice-président du groupe parlementaire du CHP, Özgür Özel, a déclaré « Depuis hier, le parti au pouvoir nous demande de leur faire une proposition pour passer de 50% plus une voix à 40%. Ils nous demandent de baisser le niveau de difficulté. Même si on vous accorde 40% demain, même 30% ne vous sauvera pas. Son départ est inéluctable. » L'opposition est aussi à la recherche de solutions concrètes pour la Syrie. Voici les images. Le 28 septembre à Istanbul, le parti d'opposition CHP a réuni des universitaires, des politiques, des diplomates et des journalistes autour de la conférence internationale de la Syrie ayant pour thème « La porte qui s'ouvre à la paix en Syrie ». Organisé autour de 5 séminaires, différents sujets ont été abordés, notamment les aspects politiques de la guerre en Syrie ou les problèmes rencontrés par les réfugiés syriens. Selon l'adjoint du président du CHP, Veli Ababa, 2 émissaires du parti dirigeant la Syrie, le Baas, se sont vus refuser des visas par la Turquie. La conférence a conclu que si la Turquie voulait éviter les menaces en provenance du territoire syrien, elle devait avoir recours à une diplomatie active avec le régime. De plus, il a été souligné que les tentatives de la Turquie d'accroître sa présence militaire sur le sol syrien, au lieu de la baisser progressivement, étaient un facteur de menace pour sa propre sécurité. Toutes les conclusions ont donc convergé vers ce même point, rétablir rapidement les relations officielles entre la Turquie et la Syrie. Parmi les participants, le nouveau maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ou le président du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Dans certains séminaires, des conférenciers défendaient Bachar al-Assad et d'autres qualifiaient le YPG de force de la paix, alors que la Turquie l'a défini comme une organisation terroriste. L'un des participants était Stephen de Wild, membre de la délégation de l'Union européenne pour la Turquie. Il a assuré que l'Union européenne était prête à soutenir un effort de reconstruction en Syrie, tout en disant que la solution passait par l'ONU. Pour lui, les participants du processus d'Astana et les soutiens du régime devraient pousser Damas à se réunir autour d'une table. Cette idée s'est vue contestée par le spécialiste des relations russo-turques, Ivan Starodubtsev. Selon lui, le processus réel fonctionne dans le domaine régional, la preuve étant la tentative de Damas et de l'opposition de rédiger une nouvelle constitution. Le président du Centre de recherche sur l'asile et les migrants, Metin Çorabatır, s'est focalisé sur les réfugiés et sur les risques que comportait la crise à Idlib. Il a dit « Contrairement à Idlib en 2011, les frontières ne seront pas ouvertes et les réfugiés seront coincés devant les frontières. Ankara devrait réfléchir à des alternatives à la zone sécurisée. » Côté gouvernement, la Syrie a été le sujet principal de la réunion du Conseil national de la sécurité. Le Conseil de sécurité nationale, dirigé par le président Recep Tayyip Erdogan,
s'est déroulé durant 3h30 lundi dernier dans le palais présidentiel. Le communiqué publié en fin de réunion a dit « Les efforts sincères entrepris pour mettre en œuvre le projet d'une zone sécurisée afin de permettre aux réfugiés syriens de regagner leur maison vont être renforcés par de plus grands pas. Il n'y aura pas d'hésitation à activer la volonté nécessaire afin d'assurer la sécurité nationale. » Le ministre de la Défense, Hulusi Akar, a également fait des déclarations sur l'est de l'Euphrate. Il a déclaré, je cite, « Le processus concernant le projet de zone sécurisée ne se déroule pas comme nous le souhaitions. Nous ne devons pas perdre de temps. Nous sommes prêts à engager une opération militaire et nous ne plaisantons pas. Le départ du YPG de cette zone et la restitution des armes lourdes dont il dispose ne se déroulent pas comme nous l'attendions. Mais nous continuons les discussions avec les États-Unis. » Nous revenons à Istanbul pour une histoire de boycott. Je parle de l'entreprise municipale qui produit de l'eau en bouteille Hamidiye. Le choc provoqué par le passage de la mairie d'Istanbul au CHP après 25 ans continue. La Turkish Airlines a décidé de résilier unilatéralement son contrat d'approvisionnement en eau auprès de l'entreprise municipale Hamidiye. De nouveaux organismes publics ont embrayé dans ce qui s'apparente à un boycott de cette marque. Le porte-parole du groupe parlementaire CHP au conseil municipal d'Istanbul, Tarık Balyalı, a déclaré que la Vakıfbank, le ministère de l'Industrie, celui de la Culture et la direction des palais nationaux ont également suivi cette voie en résiliant leur contrat. Soulignant à Mediascope qu'il n'était pas correct de politiser et d'exclure cette marque consommée depuis très longtemps par les Stambouliotes, Tarık Balyalı a rajouté « C'est une opération pour nuire à Ekrem İmamoğlu. Plusieurs organismes publics n'ont pas renouvelé ou ont résilié leur contrat d'approvisionnement auprès de Hamidiye. La seule raison est l'élection d'Ekrem İmamoğlu. Alors qu'ils s'étaient toujours fournis là-bas, ils décident tous, comme par enchantement, d'arrêter. C'est leur seule raison. » Mais la réaction est venue des réseaux sociaux. Indignés par ce boycott, une campagne relayée par des milliers d'internautes a fait décoller les ventes de cette eau. Le même Balyalı a déclaré quelques jours après voir la demande tripler et avoir même des difficultés de production face à la demande. Et maintenant, un peu de douceur avec le festival du cinéma Film Ekimi. Le festival du film le plus réputé de la saison automnale, Film Ekimi, organisé par la Fondation pour les Arts et la Culture d'Istanbul, va réjouir les cinéphiles d'Istanbul, d'Ankara et d'Izmir durant ce mois d'octobre. 11 jours de cinéma sont prévus à Istanbul entre le 3 et le 13 octobre. À Ankara, ce sera entre le 11 et le 15, et pour finir à Izmir, du 18 au 22 octobre. Parmi les œuvres référencées, on trouve plusieurs films ayant eu leur avant-première dans des festivals réputés, comme par exemple le Festival de Cannes. Marriage Story, de Noah Baumbach, projeté et salué au Festival de Venise, raconte l'histoire touchante d'un divorce et d'une famille. Ce film a comme tête d'affiche Scarlett Johansson et Adam Driver. On peut aussi citer The Laundromat, qui raconte la saga des journalistes ayant révélé les secrets des dirigeants du cabinet Mossack Fonseca, éparpillés en Chine, au Mexique, dans les Caraïbes ou en Afrique. Dirigé par Steven Soderbergh, ce film est inspiré du livre de Jake Bernstein, lauréat d'un Pulitzer. Parmi les acteurs, Meryl Streep, Gary Oldman et Antonio Banderas. Ce festival attire également l'attention par sa communication, organisée autour d'un hashtag « Ne te fais pas spoiler ». Ce slogan, mis en avant par Film Ekimi, pousse les cinéphiles à venir voir ces films avant tout le monde. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine.